D'avoir tenu dans les temps. Donc je suppose qu'il y a quand même quelques questions, que tu as suscité quelques questions. Oui, à un moment, vous avez dit que certains disaient que le bois énergie était contre-productif par rapport aux fossiles. Est-ce que vous pouvez nous donner un ou deux arguments qui étaient cette phrase? Alors, merci. En fait, il faut se référer à l'article. Il faut se référer à l'article qui vient de sortir dans la revue forestière française. Alors là, moi, je ne peux pas. Je ne fais que vous présenter des opinions. Je ne les endosse pas forcément personnellement. Je dis simplement que les travaux de M. Le Turc fournissent des courbes qui vous montrent, parce qu'en gros, pour obtenir, le problème c'est la durée, c'est ce qu'avait dit ma collègue au départ. Vous obtenez un résultat tout à fait satisfaisant, ça dépend des essences. Par exemple, si c'est le mélèze, au bout de 60 ans, mais pas avant. C'est-à-dire que si vous prenez du bois énergie avec le mélèze, vous êtes sûr d'avoir un bien meilleur résultat qu'en utilisant l'énergie fossile. C'est sûr que ça ira plus vite avec le charbon, un peu moins vite avec le pétrole, et encore un peu moins vite avec le gaz. Vous obtenez un bon résultat au bout de 60 ans. Mais pour le hêtre, par exemple, qui était aussi un bois énergie utilisé, qui a servi énormément à faire du charbon de bois, le hêtre, c'était vraiment l'essence reine pour fabriquer le charbon de bois, eh bien le hêtre, il faut attendre 140 ans. Il vous faut 2 fois la période où vous reconstituez sur les parcelles en question l'équivalent du stock carbone. Et ça ne se reconstitue pas aussi vite qu'on le pense. Vous voyez ? Oui, je pense qu'on a intérêt, là, pour ça, à avoir des essences qui pompent le CO2 le plus vite possible. Voilà. C'est la première chose. Après, savoir ce qu'on en fait. Si on en brûle, si on le brûle, si on le stocke, on fait des trous dans la terre, on met le bois qui est repoussé, on le met dedans, ou bien on en fait des planches pour la charpente de la cathédrale de Paris, qui au bout de 600 ans, 1000 ans, va brûler, évidemment. Bon, c'est une autre question. Mais la première chose, c'est de pomper le plus vite possible. Donc pour ça, faisons du Douglas, faisons du pain maritime. Ça pompe. Ça pompe. Et ça pompe vite. Beaucoup plus que les 160 ans. Au bout de 40 ans, 60 ans, on a largement récupéré, enfin, on a pris beaucoup de bois. Voilà, donc je pense qu'il faut distinguer les deux choses. Et pour avoir du Douglas, je suis désolé, une bonne façon, c'est de faire une coupe rase et de reboiser. Bon, mais oui, on crache peut-être un peu de CO2 du sol, et encore, c'est pas sûr, parce que maintenant, on laisse beaucoup de rémanents. Hein, quand on fait les coupes, on laisse beaucoup de rémanents. J'en ai une expérience personnelle. Hein, je suis d'accord avec vous là-dessus. Voilà. Et donc, il faut des arbres à croissance rapide, d'abord. Alors après, la deuxième question, c'est savoir quoi faire du bois. Hein, ça, bon, j'ai fait un bouquin sur le sujet, etc. Mais voilà. Donc, c'est pas du charme, c'est pas du hêtre, c'est pas du chêne, c'est l'osineux. Je suis tout à fait d'accord avec vous. En fait, il faut savoir que sur les 17 millions d'hectares de la forêt française, vous avez 4,5 millions d'hectares de plantations forestières. Et donc, pour les conifères, c'est essentiellement l'épicéa, le Douglas, hein, et le pin maritime, bien sûr, à cause de la forêt des Landes. Bon, mais en réalité, il faut. C'est pour ça que je parle de multifonctionnalité. Moi, je ne propose pas du tout de supprimer les plantations forestières. Simplement, je dis que le mot qui a été employé dans l'appel, où il y avait Francis Salé, etc., qui réclamait des forêts, j'en ai parlé, des forêts naturelles en Europe, etc., on emploie le mot d'extractivisme. Or, c'est une erreur. On ne peut pas confondre la ligniculture dont vous parlez, hein, par exemple, le Douglas, c'est de la ligniculture. Bon, c'est même pas de la sylviculture, c'est de la ligniculture. Bon, et bien sûr, les résultats, on n'a pas un sol forestier comparable à celui d'une forêt jardinée, par exemple, naturelle, mais le sol forestier existe quand même sous une plantation de Douglas. Évidemment, la biodiversité, elle est en partie sacrifiée, c'est clair, mais pas totalement. Je prends l'exemple landais, justement, parce que, donc là, je suis d'accord avec vous. L'exemple landais, la forêt de pin dans les Landes, elle a remplacé, finalement, des landes très médiocres, marécageuses, où il y avait quand même déjà pas mal d'humus dans le sol, parce qu'évidemment, les marécages, mais en réalité, quand vous regardez la forêt landaise, où je me suis promené à plusieurs reprises, vous avez le long des cours d'eau notamment, des zones feuillues très importantes, qui au point de vue biodiversité sont extrêmement riches. Par exemple, le fameux courant Duchet,
hein, donc, que vous connaissez peut-être, on peut circuler en barque. Et ben, en fait, dans ces forêts, même dans la forêt landaise, vous avez de la biodiversité. Et vous avez des feuillus. Vous n'avez pas que du pin maritime. Donc en réalité, moi je suis tout à fait d'accord avec les forestiers sur l'idée qu'il faudra des plantations monospécifiques. D'où c'est légitime à ce moment-là de faire des études pour savoir qu'est-ce qu'on plante. Par exemple, je prends le Haut-Languedoc, on a planté de l'épicéa, effectivement. D'abord, là, vous voyez, la montagne noire, etc. Et à l'heure actuelle, on plante du Douglas, parce que le Douglas résiste mieux au climat actuel qui change que l'épicéa. Oui, j'ai un peu la même question qu'Henri. Il m'a coupé l'herbe sous le pied d'ailleurs. J'aimerais avoir votre avis en termes de bilan CO2 et économique sur un phénomène qu'on rencontre de plus en plus souvent de la part des propriétaires forestiers. Ils suppriment des forêts de feuillus pour les remplacer par des résineux et notamment par du Douglas. Parce que le Douglas, économiquement, enfin, au-delà de l'aspect CO2 et écologique, économiquement il pousse plus vite. C'est un très bon bois, il est droit de fil, il n'a pas trop de résine, donc pour l'exploitation forestière c'est bien. Et donc j'aimerais avoir votre avis justement, vous avez déjà partiellement répondu à ma question, donc sur le bilan écologique et économique de ce phénomène. Alors, le bilan économique est en faveur du Douglas, c'est sûr. Le bilan écologique, non, hein, quand même, parce que dans le sous-bois de la forêt Douglas, il n'y a pas grand-chose qui reste. Hein. Donc en réalité, on ne peut pas convertir entièrement, vous voyez, une région forestière avec des plantations à tire-larigot, c'est pas possible, il faut garder un équilibre. Ça veut dire qu'il faut imaginer d'autres itinéraires sylvicoles pour les forêts feuillues qui vont rester. Il faut trouver des systèmes de valorisation, on ne va pas planter partout du Douglas, il faut que certains propriétaires forestiers acceptent de conserver leur ancien taillis sous tutelle feuillue. Il faut trouver des solutions qui existent pour ces taillis sous tutelle feuillue. C'est-à-dire qu'on ne va pas mettre partout du Douglas. Mais il ne s'agit pas de dire les forêts de Douglas, on les élimine. C'est évidemment non. Hein. On en a absolument besoin à l'heure actuelle. Oui, derrière ça, il me semble que, quand j'écoute ce que dit Henri, il y a quelque chose qui fait même un peu plus compliqué. On va vers plus de chaleur et plus de sécheresse. Quel va être l'équilibre entre la captation de carbone par de nouvelles forêts et par les incendies qui vont se multiplier? Alors, j'ai pas parlé des incendies, j'ai pas eu le temps. En fait, la France est relativement bien placée. Là, je peux vous donner quelques données quand même, mais c'est vrai qu'il faut être prudent. Mais si je prends les données sur les incendies en France, la France est la mieux placée parmi les pays qui sont méditerranéens, parce que la France a une partie méditerranéenne, et en fait, donc je suis en train de rechercher, voilà. Si vous prenez la moyenne annuelle des incendies en forêt sur la période 1980-2017, Espagne, 162 000 hectares, Portugal, 118 000, Italie, 107 000, Grèce, 44 000, France, 24 000. Pourquoi? Parce que la France a développé une politique forestière de lutte contre l'incendie très efficace. Alors effectivement, cette année, il y a eu un contre-exemple. Dans le massif des Morts, hein, dont on a parlé, il y a eu 8000 hectares qui sont partis en fumée avec des conséquences graves, même humaines, mais c'est 8000 hectares sur 150 000 hectares, parce que la forêt des Morts, maintenant, c'est 150 000 hectares. Donc vous voyez qu'on a quand même circonscrit l'incendie relativement. C'est pas comme les forêts californiennes où les 3/4 de la zone où se trouve la forêt sont détruites par le feu. On n'arrive pas à bloquer l'incendie. Là, l'incendie a été bloqué en quelques jours. Donc, je ne suis pas totalement rassuré, parce que quand on regarde, c'est un diagramme que je n'ai pas produit dans le... Là, on voit qu'effectivement, sur les 3 dernières années, hein, les surfaces brûlées des incendies par année, si vous vous situez entre 2006 et 2015, on est plutôt en dessous de 10 000 hectares. Sauf en 2009 où on est à 15 000 hectares. Par contre, en 2016, on est à 15 000 hectares. En 2017, alors sécheresse, 23 176 hectares. 2018, où il y a eu de la sécheresse, mais dans des conditions particulières. C'est pour ça qu'on ne peut pas uniquement prendre des données climatiques.
La forêt n'en a pas tant souffert que ça. On n'est même pas à 5000 hectares. Pourtant, 2018 a été une année sèche. 2019, on est remonté à près de 15 000 hectares, 14 950. Et bien sûr, je n'ai pas les données pour 2020 et a fortiori 2021. Donc voilà, si vous voulez, pour les forêts, c'est vrai qu'on va stocker de moins en moins de carbone dans les forêts maintenant, pour deux raisons. D'une part, il y a de moins en moins de nouvelles terres qui deviennent forestières, abandonnées, qui deviennent de la forêt, et les forêts vieillissent. Et plus les forêts vieillissent, moins la vitesse avec laquelle elles stockent du carbone, enfin la vitesse avec laquelle elles stockent du carbone diminue, forcément. Alors là, j'en termine avec la dernière photo, peut-être s'il y a encore d'autres questions, celle que j'avais mise au début. Il y a encore une question là. C'est la photo de forêt, c'est la photo ou... La photo, oui. Parce qu'elle est intéressante, cette photo. C'est pour illustrer mon propos. La photo tout à la fin, c'est pas... Et effectivement, c'est intéressant parce que, voilà, ça, est-ce qu'on pourrait penser a priori que c'est une forêt urbaine? Elle est située à moins de 10 km de Fourvière, entièrement... Micro. Elle est signée à moins de 10 km de Fourvière, entièrement dans le... entourée de zones urbanisées denses. Donc c'est pas du tout... Charbonnières-les-Bains, c'est très proche de Lyon, hein. Il y a la commune de Tassin, et autour c'est de l'urbanisation dense. Tassin, Écully, tout ça, c'est tout le nord-ouest lyonnais, c'est pas du tout, vous voyez, la campagne. Bon, or, cette forêt, elle est intéressante. Et là, je vais pratiquer ce que j'appelle l'archéologie du paysage. Qu'est-ce qu'il y a dans cette forêt? Des chênes, des charmes, des frênes, des hêtres, des pins qui dépérissent. Et j'ai pas tout mis, il y a aussi des rominiers, et il y a aussi des petits ifs qui ont poussé en sous-étage, ce qui est tout à fait exceptionnel. Pourquoi il y a des ifs dans cette forêt? Des ifs. Et vous voyez, le sous-bois est tout à fait particulier parce que vous avez des zones, pas celles que j'ai photographiées, où il y a de la pervenche, des tapis de pervenche. Et là, vous avez un tapis extrêmement dense qui fleurit à l'automne, de cyclamène de Naples, qui est une essence circum-méditerranéenne qui remonte dans la vallée du Rhône, car elle est favorisée par le changement climatique. Et alors, il faut faire l'histoire. Charbonnières-les-Bains, Charbonnières, c'est le charbon de bois, Carbonariae. La vallée de Charbonnières-les-Bains, qui est un petit ruisseau, le ruisseau de Charbonnières, affluent de l'Iseron, affluent du Rhône, c'est, si vous voulez, c'était la réserve forestière pour les Romains de Attends, je crois que tu n'as pas eu le temps de faire l'histoire de Charbonnières. Non, mais c'est pour expliquer qu'en fait, on a toute la stratification. Donc en fait, on a la forêt intermédiaire. La forêt charbonnière, elle existe. On t'entend bien, on t'entend bien. La forêt n'existe plus, la forêt du charbonnage n'existe plus. C'était le hêtre. Et il y en a pratiquement plus. Il en reste deux. Et là, je viens de les photographier, ils sont en train de grandir. Mais ces hêtres n'ont pas été plantés. Ça veut dire que vous avez des hêtres qui ont repoussé depuis l'époque romaine dans ce bois, qui est là toujours parce que c'est une colline caillouteuse qui n'a jamais pu être cultivée, même par la vigne. Bon, et par conséquent, on a effectivement du hêtre qui remonte, voilà, c'est pas le hêtre de l'époque romaine, mais il y a eu du hêtre qui est resté là. Et c'était la forêt. Après, il y a encore deux questions. Oui, donc en fait, on a la stratification. Vous voyez que là, on est arrivé à un stade de dépérissement où eh bien, la forêt ne stocke plus beaucoup de carbone. Parce qu'elle dépérisse, donc il y a de plus en plus de poids. Attends, il y a encore deux questions rapides. À propos de biomasse-énergie, je voudrais faire état d'un papier, d'une étude qui a été faite par deux chercheurs du laboratoire LEED de l'Université de Paris, qui ont regardé depuis 1850 l'agriculture du point de vue de l'énergie et d'où vient l'énergie. Alors, en gros, pour caricaturer, mais ça va dans le sens de ce que vous disiez tout à l'heure, jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale, en France, l'agriculture produit l'énergie dont elle a besoin, et puis ensuite elle dégage un surplus. Et depuis la guerre, en gros, avec les engrais et puis la mécanisation, toute l'énergie vient de l'extérieur, c'est des fossiles. Oui, voilà. Tout à fait. Mais, et on a multiplié par 3 ou 4 le surplus dégagé, etc. Bon. Donc la France est devenue exportateur. Bien. Mais maintenant, si on convertit en termes de biomasse, d'énergie de biomasse,
ce qui est apporté de l'extérieur par le pétrole, ça bouffe tout le surplus. Ça bouffe tout le surplus, converti en énergie. Donc biomasse, énergie, oui, marginale. Ce qu'on stocke, nous, effectivement, on l'importe, forcément, hein. On importe de l'énergie, alors c'est clair. La dernière question. Oui, je voudrais savoir quelle est la taille maximale de la parcelle sur laquelle vous considérez qu'on peut faire une coupe rase. Je me dis qu'il y a un problème d'échelle, c'est-à-dire par exemple dans les incendies du Var, il y a beaucoup trop d'arbres qui étaient trop proches, sans coupe, de protection du feu. Et donc je me dis qu'on peut peut-être faire des parcelles de coupe rase, des parcelles de foutier, etc. Quelle serait la surface minimale pour mettre des choses minimales, et donc toujours la même chose, quelle est la surface idéale de la parcelle sur laquelle on peut faire une coupe rase pour qu'elle ne soit pas trop grosse et, à mon avis, il ne faut pas que ça soit non plus trop petit. Et vous voyez, quand on... c'est pour ça la question. Il ne faut pas que ça soit trop petit. Les associations écologistes réclament qu'on réduise à un demi-hectare. C'est pas assez. Quand on veut faire des feux, des bandes de feu, il faut que la largeur soit presque d'une centaine de mètres, enfin 80 mètres. Et donc, en réalité, il faut que ça soit assez long. Vous ne pouvez pas faire ça, vous voyez, sur 50 mètres de long, ça ne sert à rien. Donc, en fait, il faut accepter des ouvertures dans la forêt. Et la réponse que je ferai, c'est que si je prends la forêt de Montmal, qui était une magnifique hêtraie avant que les Allemands la... Alors là, très dense, vous voyez. Si je prends la forêt de Montmal à la fin du XVIIIe siècle, c'était une forêt pâturée. Il y avait toujours les 10 000 hectares, mais il y avait d'immenses clairières dedans. Il n'y avait pas d'arbres. Il y avait plein de ce que les forestiers ont appelé des vides. Donc, il faut... Et alors, dans la forêt, on a intérêt, même d'un point de vue écologique, à conserver des vides. Des zones marécageuses où les arbres ne poussent pas. Vous voyez, des clairières où la lumière arrive et où il y a des plantes qui peuvent pousser, qui ne pousseraient pas sous les arbres. Donc, il ne faut pas voir la forêt uniquement avec des arbres. La forêt, c'est aussi des clairières, c'est aussi des lisières, c'est aussi des zones humides où les arbres poussent mal, etc., etc. Donc en fait, il y a des tas d'arguments, je vais dans votre sens, donc il ne faut pas supprimer les coupes rases, il faut simplement éviter, il y a la forme des coupes rases sur laquelle on peut travailler pour qu'elles soient moins impactantes dans le paysage, et puis il y a la taille, non, il ne faut pas des coupes rases de 15 hectares, vous voyez, immense. Bon, merci bien, merci Jean-Jacques. Avant de continuer...